je suis Nicolas Gravel, professeur de sciences économiques à Aix-Marseille Université. Et je suis heureux d'aborder ici le sujet des inégalités. L'égalité, ou son absence, l'inégalité, est une préoccupation importante. On en fait parfois même une devise républicaine. C'est une préoccupation que la plupart des collectivités humaines recherchent. On peut se demander pourquoi les collectivités humaines sont intéressées à ce point par l'égalité. On peut d'autant plus poser la question que les communautés humaines, naturellement, sont faites d'individus très, très, très divers. Les individus diffèrent par leur âge, leur sexe, leur force, leur richesse, bien sûr, mais aussi leurs croyances religieuses, leur couleur de peau, par toutes sortes de caractéristiques qui les rend extrêmement différents. Et donc, on peut se demander, alors, qu'est-ce que veut dire l'égalité et pourquoi on voudrait rechercher une égalité entre ces individus? Alors, chez les économistes, c'est aussi ancien que dans les sciences sociales. On parle d'égalité depuis au moins la Révolution française, en Europe en tout cas. On parle des normes égalitaires. Montesquieu parlait de l'égalité devant la loi. Rousseau parlait de l'égalité comme notion fondamentale. Alexis de Tocqueville, après, lui dénonçait l'égalitarisme. Donc la notion d'égalité, qui est devenue la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, est assez ancienne. Et en particulier, donc, elle date de l'époque des Lumières. Et les économistes, tout de suite, s'y sont intéressés. Les économistes récents qui ont obtenu donc, des titres de gloire de s'intéresser à ça, c'est par exemple Amartya Sen, qui a écrit son ouvrage célèbre On Economic Inequality en 1973, qui lui a donné le prix Nobel. Ça, c'est la version récente, où on s'est intéressé très rigoureusement à la mesure des inégalités. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on les mesure? Comment on les relie à des théories éthiques qui sont, elles, très anciennes? Eh bien, ça, c'est le travail de ça est assez récent. Il date, on peut dire, d'Amartya Sen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, donc, l'idéal d'égalité? C'est une notion importante et philosophique, peut-être, qui renvoie, donc, à l'idée que, bien sûr, c'est pas l'égalité des individus qu'on va chercher. Les individus sont très différents. Ce qu'on va plutôt chercher, c'est une égalisation de certaines caractéristiques de ces individus. Donc, lesquelles caractéristiques? Là, c'est un grand débat philosophique. En anglais, on appelle ça égalité de quoi? Equality of what? Et effectivement, là, il y a toutes sortes de critères, de caractéristiques qui sont susceptibles de justifier une préoccupation égalitariste. Au premier chef d'entre elles, les inégalités dont on parle très souvent, sont des inégalités de revenus, de consommation, de richesse. Donc, des inégalités de variables pécuniaires. Alors, il y a des raisons à cela. Pourquoi on voudrait que les humains aient un revenu plus ou moins égal ou une consommation égale? C'est que le revenu ou la consommation ou la richesse, c'est un peu le résultat du jeu social. Et le jeu social vient de la coopération des individus humains. Les humains sont une espèce coopérative. Et donc, comme on coopère, eh bien, on est en relation les uns avec les autres. Et dans les économies, en tout cas comme les nôtres, des économies de marché, très souvent, le fruit de la coopération s'exprime en monnaie. On évalue la valeur des biens et services qui nous procurent du bien-être. Et donc, cette monnaie, qui est le résultat de la coopération humaine, il peut paraître assez naturel de vouloir la partager également. Après tout, le partage égal, c'est la norme un peu naturelle. Si j'ai un gâteau que je partage en deux individus, naturellement, on a envie de dire on va le partager en deux. Pourquoi il y aurait un individu qui aurait une plus grande part? De même, les fruits de la coopération, on a envie de les partager également, plutôt qu'inégalement, parce qu'inégalement, c'est un peu arbitraire. Maintenant, il y a d'autres variables qui sont importantes aussi, où là, la notion d'égalisation est plus complexe. Par exemple, les variables qui concernent les chances des individus. Quand on parle des revenus, de la consommation ou de la richesse, on parle de la situation des individus après que le jeu social ait commencé à jouer. À un certain moment, un individu de 45 ans a tel revenu, telle situation sociale, il l'obtient, c'est fait. Le jeu social a eu lieu. Par contre, parfois, on s'intéresse à la situation avant que le jeu social ait lieu. Par exemple, les chances d'obtenir des succès. C'est pas tout à fait la même notion. Ici, ce qu'on voudrait, c'est que les individus aient les mêmes chances d'obtenir ces différents succès dans la vie. Or, on sait que les individus n'auront pas les mêmes succès, mais on pourrait vouloir au moins que, ex ante, les hommes et les femmes, par exemple, aient les mêmes chances. Ou que les gens de couleur de peau noire et de couleur de peau blanche aient les mêmes chances. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils aient des chances différentes. On voudrait aussi que les gens de milieux sociaux défavorisés, des familles d'ouvriers, par exemple, aient les mêmes chances que les enfants issus de familles de cadres supérieurs. Ici, on est dans la problématique de l'égalité des chances. C'est aussi une autre problématique.
Maintenant, si on prend d'autres variables, prenons par exemple la santé. Là, la norme égalitaire est moins naturelle. Est-ce qu'on a envie d'égaliser les santé des gens ? On a des gens qui, par exemple, naissent malheureusement en très mauvaise santé, sont polyhandicapés, ont des problèmes génétiques sérieux. On a des gens qui naissent dans une santé insolente. Est-ce qu'on aurait envie d'égaliser ces santé? Vraiment? On serait prêt à réduire un peu la santé des gens insolemment en bonne santé si on pouvait transformer cette réduction de santé en une amélioration de la santé de gens très très polyhandicapés? C'est moins clair. C'est moins clair. Et souvent, les gens ne sont pas trop égalitaristes par rapport à ce qui résulte de la loterie des naissances. Parce que, on se dit justement, c'est la loterie des naissances, ça ne résulte pas de la coopération humaine, c'est un peu l'arbitraire de la naissance. C'est très arbitraire, c'est vrai. On va essayer d'aider, bien sûr, les gens qui souffrent de cette loterie des naissances, mais on ne va pas peut-être essayer de corriger complètement cela parce qu'on sera moins égalitariste de ce point de vue-là. Donc c'est pour ça que c'est important. On est égalitariste par rapport à ce qui résulte du jeu social, de la coopération humaine. On est souvent moins égalitariste par rapport à ce qui résulte des forces de la nature. Donc moi, ce que j'essaie de faire, c'est de développer des outils de mesure des inégalités qui soient utilisables par des professionnels pour pouvoir voir si les inégalités augmentent ou diminuent, mais qui soient basés sur des théories éthiques, je dirais, bien acceptées, et qui soient basées sur une grande classe de théories éthiques pour être robustes. Par exemple, une théorie éthique qui est assez développée en économie, auquel, en tout cas, moi, je suis assez attaché, c'est la théorie éthique bien-êtriste ou utilitariste, qui dit qu'une bonne société, une société juste, doit viser à rendre maximal, compte tenu des contraintes disponibles, le bonheur des humains. Et donc à ce moment-là, ça c'est des prescriptions qui peuvent nous mener à des normes de compensation très très précises, parce que le bonheur humain individuel est une fonction de notre revenu, de notre santé, de toutes sortes de choses. Et donc on tient compte de ça, et ce qu'on veut, c'est bien répartir et allouer les bonheurs. Donner beaucoup de bonheur aux gens, mais également bien le répartir. Et donc, quand on prend une théorie comme ça, qui est assez sophistiquée, sur laquelle on peut s'étendre, eh bien, ça conduit, lorsqu'on l'applique, à des préconisations très précises de compensation, ou de savoir comment il faudrait donner, par exemple, des sommes d'argent à des handicapés, ou à des gens comme ça, qui sont en fonction de ce type de préoccupation. Une question par rapport aux inégalités de conditions humaines qui a été assez importante et débattue jusqu'à tout récemment, et même peut-être qui a causé la situation récente, c'est l'impact qu'a pu avoir la mondialisation sur les inégalités de conditions humaines entre les humains. Alors la mondialisation, c'est quoi? C'est le fait que les économies nationales et locales se sont intégrées. Et cette intégration a été très importante, je dirais, entre les années 50, l'après-guerre, et elles ont atteint le pinacle, le paroxysme vers 2015, 2014, après la crise de 2008, qui a un peu frappé et ralenti ce processus. Et donc cette mondialisation, donc réduction des barrières douanières, il y a eu des accords de libre-échange qui sont maintenant violemment remis en question, comme on le sait. Il y a eu également une mobilité des humains, l'ouverture des voyages internationaux, le commerce international qui a énormément cru. Donc l'ouverture des humains sur les autres pays a conduit finalement une circulation et une réduction en fait des inégalités. Donc moi j'avais fait un petit travail qui montre ça assez bien et qui va contre un petit peu la perception que pouvaient avoir les gens à une époque, et même à l'époque en France, donc avant 2015, que la mondialisation, au contraire, c'était une source d'augmentation des inégalités. On voyait que les inégalités augmentaient. Et donc on accusait la mondialisation de cela. Il y en a même qui pensent que cette mondialisation et cet accroissement des inégalités a causé un peu la montée des populismes. Alors moi, ce que j'ai regardé dans un petit papier, et d'autres l'ont fait aussi, c'est de voir en fait qu'est-ce qui s'est passé au niveau des humains, des individus humains, lorsqu'on les retire de leur pays. Et on réfléchit à la collectivité des humains dans le monde, la grande famille des humains. Et là, ce qu'on remarque, c'est incontestablement la distribution des revenus et de la consommation est devenue plus égale, au sens de Lorenz. C'est une courbe qui relie chaque pourcentage des plus pauvres à la somme des revenus que détient ce pourcentage. C'est l'outil par excellence pour apprécier une distribution de revenus. De regarder quelle est la fraction des revenus que détiennent les K% les plus pauvres. Si les revenus étaient également répartis,
mais les 4% les plus pauvres détiendraient 4% du revenu. Voilà, plutôt. Mais comme les revenus sont inégalement répartis, les 4% les plus pauvres vont toujours détenir une fraction inférieure à K du revenu. Et c'est pour ça qu'il y a de l'inégalité. Et donc on mesure l'inégalité par cette courbe dans les 40 années qui vont de 1974 à 2014. Hein, et il y a eu une réduction incontestable des inégalités entre les citoyens du monde, si j'ose dire. Et comme en plus il y a eu une croissance économique mondiale assez substantielle, beaucoup de pays pauvres sont devenus beaucoup plus prospères, je pense à la Chine, l'Inde dans une moindre mesure, mais quand même très rapidement, ça veut dire que le genre humain est à la fois devenu plus riche et plus égal. Donc ça, c'est un bénéfice incroyable de la mondialisation. Mais alors pourquoi la mondialisation n'a pas été vue comme telle? Parce que lorsqu'on regarde les choses du point de vue d'un pays individuel, au sein des pays, effectivement, il y a eu une croissance des inégalités. Et alors vous allez me dire, comment c'est possible que les inégalités augmentent au sein des pays, mais diminuent au sein du monde? Mais pour la raison suivante, c'est que les pays qui ont eu la forte croissance sont des pays pauvres. Des pays donc, dont les individus étaient avant très éloignés des individus des pays riches. Ces individus des pays pauvres ont vu leur situation économique croître radicalement. Donc se sont rapprochés des individus des pays riches. Alors, au sein des pays riches, il y a eu un petit éloignement des individus, mais tout petit. Alors que les individus des pays pauvres, eux, ont beaucoup cru. Et donc l'effet global de la réduction de la pauvreté dans les pays pauvres a été beaucoup plus grand que la légère augmentation des inégalités qu'on a vues au sein des pays. C'est pour ça qu'il y a ce paradoxe apparent qui nous dit qu'au sein des pays, la mondialisation a été accompagnée d'un accroissement des inégalités léger, mais au sein du monde, finalement, ce qui importe, si on est vraiment humaniste et on pense qu'on est dans un village global et que les humains sont tous des frères et des sœurs, la fraternité, si on la voit mondiale, eh bien, on peut dire que la mondialisation, qui est mise à mal actuellement par le Trumpisme et par toute la montée de ces populismes et la fermeture des frontières et ce qu'on assiste, eh bien, cette mondialisation a été assez vertueuse pour l'espèce humaine au sens large.